Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Occitanie. On est dans la feuille de match spécial Euro 2020. On est de retour et ça fait tellement plaisir d'avoir un vrai micro en face de soi et d'être de retour sur les antennes en plein direct de Radio Occitanie. Avec moi aujourd'hui, j'ai un plateau qui est assez jeune, j'ai envie de dire, puisqu'on a Auxence que vous connaissez bien de la feuille de match. Comment il va, Auxence ? Ça va super, merci. Bonsoir à tous et je suis très content de venir débriefer l'Euro. Et on a un nouvel invité avec nous qui va sûrement participer un peu tout le long de l'Euro. C'est Elliot. Comment ça va, Elliot ? Bonsoir, ça va très bien et toi ? Ça va, merci. On a Nathan qui aurait dû être là ce soir, mais qui malheureusement n'est pas là parce qu'il a sa voiture qui n'a pas démarré. Je vous la fais courte, il voulait voir le match tranquillou chez lui. Bien sûr, on l'embrasse. On a Vincent qui sera à la technique ce soir et qui est avec nous en cabine. Comment il va, Vincent ? Ça va super, très content d'être là, merci. Ah, c'est quel plaisir. On a appris le foot il n'y a pas longtemps, on prend la radio là, c'est vraiment un régal. Ah, la vie normale. Ouais. Bah, profites-en, 2 mois c'est fini, mais bon, ouais. Allez, aujourd'hui, les gars, le programme, on va pas parler du Tous Football Club, on en a parlé de toute la saison, toute l'année, mais là, on s'est mis en mode championnat d'Europe, Euro 2020 en 2021. Ne cherchez pas à comprendre, de toute façon, il n'y a plus rien de cohérent depuis un petit moment dans ce monde. Donc on va vous présenter un peu l'Euro, les favoris de la compète, on va faire les résumés des premiers résultats. Ça, c'est Auxence qui va s'en charger. Il a choisi 3 matchs qui l'ont un peu marqué depuis le début de l'Euro. Ensuite, dans la seconde partie, après la petite pause musicale, on passera sur le groupe de l'équipe de France parce que les gars, on a 1 heure du coup d'envoi aussi de France-Allemagne, donc enfin de Allemagne-France plutôt. Donc on va présenter un peu ce groupe, on va présenter un peu le match de ce soir, on va parler un peu des points forts, des points faibles de tout le monde, enfin voilà quoi, tranquillement, on va parler football, on est entre copains, on est à la radio, on est bien. Donc voilà pour cette première émission de l'Euro, une première d'une longue série puisque ça va durer 1 mois avant qu'on reparle du TFC. Messieurs, est-ce que c'est bon pour vous ? Totalement, on est parti. Ouais, alors on va y aller, on va essayer d'avoir aussi Nathan au téléphone. Vincent est en train de le checker. On vous tient au courant, on risque de l'avoir par téléphone. Bon, déjà, pour présenter l'Euro, les gars, c'est un peu particulier cet Euro parce que pour la première fois de l'histoire de la compète, on n'a pas un pays hôte. On en a plusieurs. Donc on a un peu partout dans l'Europe. On a 11 villes qui ont été définies. Donc on a Londres, on a Amsterdam, Saint-Pétersbourg, Glasgow, Bucarest, Bakou, Copenhague, Rome, Munich, Budapest et Séville. Déjà, voilà, c'est la première particularité de cette Coupe d'Europe. Alors que Vincent me fait signe qu'on a Nathan au téléphone. Comment il va, Nathan ? Bonsoir messieurs, voilà, la voiture a fait des siennes. Apparemment, elle voulait rentrer plus vite voir le match. Ouais, non mais on a compris que tu avais une soirée pizza ce soir, c'est pas grave. Hein. Non, je suis déçu là, je voulais sentir l'odeur des micros, l'odeur de Radio Occitanie, voilà, ça me manque un peu, voilà. Est-ce que du coup on peut faire semblant que Nathan est en duplex depuis l'Allemagne en bord de terrain ? Alors l'ambiance, Nathan, à 45 minutes du match, ça donne quoi ? C'est la folie là, c'est la folie, on a beaucoup de supporters français qui ont fait le déplacement. On n'est pas à l'abri d'avoir Didier Deschamps dans quelques instants, faites gaffe, faites attention. Bon, Nathan, on est en train de présenter l'Euro. On disait que c'était un petit peu particulier cet Euro parce qu'il y avait 11 villes et pas un seul pays hôte. Déjà, messieurs, juste par rapport à ça, est-ce que vous trouvez cette formule chouette ou vous trouvez ça un peu bizarre, Auxence ? Je sais pas forcément si c'est une très très bonne chose le fait de faire des voyages en permanence. Parce qu'il y a des décalages horaires aussi par rapport à certains pays. Je pense par exemple à l'Azerbaïdjan et Londres. Tu dois avoir quand même 2-3 heures de décalage. Je pense qu'à force ça doit jouer peut-être. Et ça a aussi été pointé du doigt par les écolos. Le fait de faire un aller-retour en avion en permanence. Donc, en période de Covid, de se déplacer dans plein de pays, c'est aussi très sympa. T'as l'impression de voyager. Ouais, voilà, c'est ça. Bon. Selon les villes aussi, on a quand même des taux de remplissage différents. Là, on a vu il y a un Hongrie-Portugal qui s'est joué à guichet fermé. Et on a des stades où il y a 20% de spectateurs. Donc au moins, ça permet d'avoir des stades remplis aussi selon les protocoles sanitaires des pays. Donc c'est bien, ça permet de retrouver un petit peu d'ambiance dans les stades. Ouais, puis on a surtout Séville qui joue dans un stade qui n'est pas un stade de football. Hier, le Espagne-Suède s'est joué dans un stade olympique, donc c'est même pas Sanchez-Pizjuán ou le stade du Betis. Donc c'est vraiment un petit peu particulier, mais bon, pourquoi pas. Pour les phases finales, on a 6 groupes de 4 équipes. Tous les vainqueurs et deuxièmes se qualifieront automatiquement en 8e de finale. Et on aura aussi les meilleurs troisièmes qui pourront accéder, donc les 4 meilleurs troisièmes également qui pourront accéder aux 8e de finale, ce qui avait permis au Portugal en 2016 d'être champion d'Europe sans gagner un match quand même. Ouais. Bon. Et il y a l'épreuve des poteaux aussi, non ? Il y a, je sais pas, c'est quoi ce parcours du combattant ? Il y en a qui arrivent à suivre, on dirait du rugby tellement que c'est... c'est Platini. Moi j'ai pas mon bac, j'ai du mal. Ah, c'est Platini, c'est Platini. Eux non plus n'ont pas leur bac. Ça va les gars, vous avez du mal ou pas ? Ouais.
Ça, le fait qu'il est meilleur troisième aussi, les gars. Bon, on l'avait déjà eu en 2016. Ça en favorise les petites nations. Hein. On a augmenté le quota, on va dire, pour favoriser les petites nations. On se retrouve avec une Macédoine du Nord qui participe pour la première fois, une Finlande. Est-ce que vous trouvez ça chouette ou bon, il fallait rester entre les meilleurs Ça fait réviser la géo. Auxence. Pas forcément. Après, c'est pour les 4 meilleurs troisièmes, c'est ça? Ouais. Je sais pas, c'est pas forcément mérité, ça dépend aussi de la phase de groupe qui a été faite. Après, je pense par exemple à l'équipe de France dans le groupe F, si jamais ça part en vrille, on aura quand même une chance de passer, même si c'est pas glorieux, quoi. Ouais. Mais c'est surtout qu'on risque de voir des petites nations peut-être se qualifier. Il y a une Slovaquie qui a gagné hier, on en reviendra après sur Auxence. Ça fait un petit esprit Coupe de France, c'est sympa. Donc toi, t'apprécies, Nathan, ce côté un peu ouvert à tout le monde avec les petites nations? Des fois, il y a des groupes un peu chargés, comme le nôtre, où il y a toujours un gros qui peut passer à la trappe. Donc là, au moins, ça donne encore plus de spectacle. Et puis, ça donne la chance aussi à des nations moyennes, on va dire, qui ne pourraient pas potentiellement passer quand il y a un groupe avec 2 favoris. Donc, ce format-là, oui, il est plutôt sympa. On a des matchs en plus, des équipes, on a la Finlande qu'on n'avait pas vu cette année, qui arrive sur le devant de la scène. Il y a plein d'équipes aussi surprenantes qu'on aime bien voir, comme je pense au Pays de Galles en 2016. Donc oui, c'est un format... après, c'est fait, pour... l'objectif pour l'UEFA, c'est de toucher encore plus d'argent. Mais bon, on va dire, pour tout fan de foot qu'on est, plus on a de matchs, mieux c'est, quoi. Est-ce que tu penses que Florentino Pérez va monter son propre championnat d'Europe, du coup, Nathan? C'est ça. Je le sens bien. Bon, il n'y a pas de joueur du Real, tu vois, en Espagne. C'est pour ça, il va falloir faire l'Euro du Real de Madrid, en fait. C'est ça. Trêve de plaisanterie, messieurs, par rapport à ça. Par rapport à ces petites nations, après on a Vincent qui est en train de s'installer en studio. Il fait la technique, Bonsoir. Il fait les réseaux, il vient en studio, il se promène. Il est bien ici. Hein. Ouais, c'est pas mal. Vincent, un petit mot pour conclure sur tout ça? Moi, je trouve que c'est une bonne chose. On part quand même d'un euro en 92. Le Danemark gagne avec 8 nations. Là, on est passé quand même à la multiplier par 3. Je trouve que c'est quand même normal. Le foot européen a quand même un bon niveau. À la Coupe du Monde, il n'y a pas tant de nations européennes finalement. Même s'ils sont quand même majoritaires, finalement, il n'y en a que 10 en général qui y vont. Moi, je trouve ça a plus de mérite de s'imposer devant 24 équipes, quoi. Ouais. De manière d'aller au bout. Écoute, si ça vous plaît, ça me plaît. Eliane, t'as pas entendu pour... Non, mais ça fait plaisir de voir des équipes qui sont peut-être inférieures par rapport aux grosses, et qui peuvent, pourquoi pas, se qualifier. Bah ouais. Messieurs, on va enchaîner. Auxence, tu vas enchaîner, mais juste avant que tu enchaînes, Vincent qui retourne vite dans la cabine pour lancer le petit jingle. Même Piqué, il faut qu'il aille avec Shakira, avec la carrosserie, je sais pas, regardez. C'est David Ginola qui est de retour en marque des phrases. Magnifique au bout, Elliot qui découvre le jingle en direct, qui a été un peu de rire sur Mara Fonseca. Bon, pour les plus anciens, c'est les anciens jingles de la feuille de match, mais comme ils sont un peu d'actualité, il y a de l'international. On les a ressortis, ils sont toujours agréables. C'est dommage qu'on n'ait pas le jingle Comboré quand même. Me chauffe pas, Nathan, à tout moment, on te le ressort. Ah. Auxence, il nous a préparé des petits résumés et puis s'attarder sur quelques matchs. Auxence, on t'écoute. Exactement, j'ai fait un petit résumé de tous les matchs qui se sont déroulés jusqu'à présent. Donc je vais commencer avec le 11 juin pour le match d'ouverture Turquie-Italie. Donc pour ce match d'ouverture, le spectacle était au rendez-vous avec une belle victoire de la Squadra Azzurra 3-0 face à une faible équipe turque, pourtant considérée comme un outsider de la compétition. Le match démarre réellement à la 53e minute sur un CSC de Demiral, qui envoie dans son propre camp un centre de Berardi. L'Italie va ensuite venir enfoncer le clou grâce à Immobilier à la 66e et Insigne à la 79e. Un match donc qui annonce la couleur. Messieurs, le premier match de cette compète, 3-0, les Italiens n'avaient jamais mis plus de 3 buts en match d'ouverture dans une compétition officielle. Ils en mettent 3 aux Turcs qu'on attendait un petit peu au tournant avec tous les bourraques et tout quand t'es champion de France. L'Italie vous a impressionné sur ce match d'ouverture ou pas, Nathan?
Au-delà de la victoire d'Italie, on va dire, je les place parmi les grands favoris de la compétition, avec la génération qu'ils ont, le coach qu'ils ont, les idées qu'ils mettent en place depuis pas mal d'années. On va dire, ils ont eu beaucoup de difficultés depuis 2010-2012 à vraiment briller lors des compétitions internationales. Mais on va dire, c'est pas non plus c'est pas une victoire de l'Italie vraiment avec un fond de jeu vraiment abouti. On va dire, c'est plus la contre-performance des Turcs qui a noté, quoi. Ils ont vraiment montré, quoi. Il y a rien eu du côté de la Turquie. L'Italie en a profité. Ils ont été à droit devant le but. Ils mettent 3 buts et voilà. Mais vraiment, j'attends de voir l'Italie vraiment avec un peu plus en phase d'agressivité, un peu plus une équipe qui va plus les chercher et les embêter, quoi. Ce qu'a pas fait la Turquie. L'Italie quand même un énorme outsider pour cette compétition. Enfin moi personnellement je les ai mis en favori. Je trouve qu'ils ont la dalle. Ils n'étaient pas là en 2018. Rappelez-vous la Coupe du Monde. Ils n'ont pas de grosses stars dans leur équipe. Ils ont des top joueurs à chaque ligne. Ça va être un prétendant. Puis ça reste l'Italie, ça reste une grande nation de foot. Ça va être un prétendant auquel va falloir peut-être faire attention. Non, Vincent, je te vois un peu grimacer ta gamine. Alors oui, ça fait partie quand même des favoris. Si tu as coché 5-6 nations au début de l'Euro, clairement ils y sont. C'est qui tes favoris d'ailleurs? On va dire la France, Belgique, Angleterre, Espagne, Italie. Espagne, t'as pas vu le match d'hier, toi? J'ai vu le match d'hier. Tu verras un jour, ils vont y arriver. Et non mais on parle plus tard de ce match-là, donc casse pas le fil, là, c'est pas écrit sur mon texte. Du coup, je devais dire quoi? C'était quoi ta question? Non, pour toi, l'Italie, t'es peut-être considéré comme un vrai favori? Oui, l'Italie pour moi, t'es un favori, mais si on se cantonne à ce qu'on a vu sur le premier match, la Turquie, c'était une énorme déception. Je m'attendais vraiment à beaucoup plus, un match accroché. Alors, est-ce que la Turquie était survendue à cette période avant Euro? Je sais pas. Mais je m'attendais vraiment à beaucoup plus. Et au final, le 3-0 reflète pas vraiment le potentiel de l'Italie. J'aimerais bien voir contre finalement une nation de premier plan. D'ailleurs, sur le sondage Instagram que nous avons fait sur le compte de la feuille de match, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a 2 personnes qui avaient cité l'Italie parmi les favoris. On avait, que je retrouve, Marco et Matteo qui avaient cité l'Italie. Bon, on a Mehdi comme l'original, il met l'Ukraine dans les outsiders. Et c'est pour ça qu'il n'est pas là. Moi, je les ai mis favoris. Elias, on n'a pas été dans la voiture. Toi, tu vois qui en favori de cet Euro? Ça va peut-être faire un peu... Enfin, je vais peut-être être... peut-être pas trop... Bon, j'ai pas les mots, mais... Original. Ouais, oui. Mais je dirais l'Angleterre. Ah, mec, Vincent, on a un deuxième gag avec nous. Pourquoi l'Angleterre, mon cher? Je sais que tu as une affection particulière pour Liverpool. Ouais, mais parce que déjà, ils ont un gros effectif pour l'Euro. Ils ont des top joueurs partout, à chaque poste. Ils ont une profondeur de banc qui est quand même assez conséquente et je pense qu'ils peuvent aller loin dans la compétition. Ouais, puis ils ont fait une belle Coupe du Monde aussi, faut pas oublier. Et moi, l'Angleterre et l'Italie, je les mets un peu au même niveau, même si je vois plus les Italiens. Nathan, oui. Ouais, moi c'est vraiment l'Italie. J'avais l'Angleterre aussi. Après, l'Angleterre a toujours un petit peu plus de mal sur les phases finales. Bon, la dernière Coupe du Monde, ça les a fait un peu mentir. Ils sont arrivés en demi-finale quand même. Et puis ils sont anglais en plus. Mais on sent que c'est toujours un petit peu compliqué pour eux. Ces euros, ces Coupes du Monde, ils ont toujours un petit peu de mal à gérer, même avec les effectifs qu'ils ont. Là, ils ont vraiment, pareil, à chaque ligne, ils ont des cracks aussi, que ce soit Foden. Devant, ils ont une armada offensive assez intéressante. Mais ouais, je vois l'Italie, c'est un peu plus, on va dire, le collectif est un peu plus se connaît un petit peu plus, un peu plus d'automatisme, de ce que j'en ai vu un petit peu des matchs de préparation et des phases de qualif. Donc, ouais. Vraiment, en favori serait l'Italie. Bon, après la France aussi, mais bon, je sens un petit peu faut pas trop s'enflammer, quoi, comme tout le monde. Ouais, de toute façon, la première réponse va être ce soir, hein. On est quand même à 45 minutes du premier match. Mais les Italiens en ont mis 3 aux Turcs. Et bon, en attendant, ils sont premiers de leur poule. Et une poule qui est quand même homogène, mon cher Auxence. Oui, alors on a la Turquie, l'Italie, la Galles et la Suisse. Donc il y a quand même une possibilité de finir premier. Surtout avec cette victoire en plus et le match nul des 2 autres équipes, il y a quand même largement la place de finir premier. Et du coup, je vais enchaîner avec les matchs du 12 juin. On a eu droit du coup justement à ce fameux match nul entre le Pays de Galles et la Suisse. Un partout, but de Embolo pour la Suisse avant l'égalisation de Moore pour le Pays de Galles. Et plus tard dans la soirée, Belgique-Russie 3-0, très belle victoire des Diables Rouges avec un doublé de Lukaku et un but de Meunier.
Et forcément, le troisième match de la journée, il restera forcément marquant, c'est ce fameux Danemark-Finlande. Donc ce derby nordique qui a forcément été marqué par l'arrêt cardiaque d'Eriksen, le milieu danois, à la 42e minute. Heureusement, plus de peur que de mal, Eriksen a évité le pire et se trouve actuellement dans un état stable. Le match a donc repris 1h30 après l'incident, mais malheureusement, les Danois n'y étaient logiquement plus. Défaite 1-0 donc sur un but de Joel Poyan-Palo de la tête. Bien la prononciation. Joli. À la 60e, mais à l'inverse, victoire historique pour les Finlandais malgré donc cette grosse frayeur. Est-ce que tu peux nous sortir le 11 de départ, s'il te plaît Foiré. Ouais, ce Danemark-Finlande, il a un petit goût amer quand même. Hein. On va s'arrêter un petit peu 5 minutes dessus. Bon, on va pas parler de football. Enfin, on va parler un peu de ce qui s'est passé aux alentours. Ça a choqué beaucoup de personnes, ce malaise d'Eriksen. Surtout que pour ceux qui ont vu les images en direct, c'est le mec 30 secondes avant, il va bien, il court, il met un contrôle poitrine et puis il tombe. Donc ça se fait le signe tout. Et c'est vraiment ça, il tombe et c'est vraiment pas Jojo à voir. Et on lui a surtout sauvé la vie. Enfin, Kerr a eu des super bons réflexes, la mise en PLS. De suite, appeler les médecins, d'essayer de choper la langue, les médecins qui sont arrivés, le massage cardiaque, etc. Enfin, 3 personnes lui ont sauvé la vie. Hein. Ouais, carrément, c'est ouf. Vraiment, enfin, je pense qu'il devrait. Je crois que j'ai vu passer un article sur des fédérations italiennes. Je crois qu'ils voulaient sensibiliser au premier secours à tous les footballeurs. Et vraiment, ce qu'a fait Kier, entre le fait de vouloir garder un petit peu l'intimité de Eriksen et pour éviter que les médias ne viennent le filmer en réunissant tous les joueurs autour, quand il a consolé ses coéquipiers, quand il a fait les gestes de premier secours, enfin c'est vraiment un exemple quoi. C'est un capitaine, en plus de ça c'est un grand homme donc ouais non mais tout à fait. Les médecins après qui sont arrivés, enfin vraiment il y a eu je pense qu'il y a eu la réactivité qu'il fallait pour le maintenir en vie quoi. Le point important que tu viens d'émettre, c'est que les Italiens veulent la Fédé italienne, je crois que c'est la Fédé, je sais plus exactement, mais qui veulent faire les premiers secours à tous les joueurs, mais ça devrait être même obligatoire. Enfin, je sais pas, même vous les gars, vous allez peut-être sûrement y passer aussi. Vincent, dans ton taf, je pense que tu as dû y passer aussi. Enfin, c'est des gestes qui sont tout bêtes et qui peuvent sauver une vie, et la preuve, parce que ça peut arriver à tout moment, quoi. Oui, clairement, malheureusement il faut passer par ce genre de drame, heureusement, a priori, sans graves conséquences immédiates pour resensibiliser sur ces risques-là. Ça peut arriver à tout le monde, n'importe quand. Déjà en France, mais en Europe, et je pense dans le monde entier, on n'est pas forcément sensibilisé. Même on voit les défibrillateurs, on passe devant sans forcément y faire attention. Il y en a souvent dans les lieux publics, souvent les stades, les mairies, des choses comme ça. C'est des choses qui sont vraiment à savoir. Et ça me paraîtrait élémentaire qu'il y ait au moins une personne sur le terrain, minimum, qui soit formée à ces gestes-là. Minimum, je dis bien. Mais tous les joueurs, mec. Ils font des mais... formations. Au centre de formation, ils ont des formations, des stages pour gérer les réseaux sociaux et les conférences de presse. Il y a peut-être plus important de sauver une vie. C'est les premières secondes, les premières minutes qui comptent dans ce genre d'accident. La preuve. Tous les joueurs devraient être sensibilisés à ça, quoi. Bah ouais, puis surtout on parle d'Eriksen qui a 29 ans, qui est un footballeur professionnel, donc qui a une hygiène de vie qui est moins dégueulasse que la nôtre. Et qui est entouré de toute une équipe médicale sur place. Voilà, c'est ça. Ça avait été dans un club amateur, sur un match le dimanche, en plein milieu d'une campagne. C'est ça. Ah non, c'était quand même assez dur les images. Elliot, tu les as vues en direct les images, toi? C'est Auxence qui me les a envoyées parce que je regardais pas le match. Mais ouais. C'est vrai que c'est quand même assez choquant. Hein. Il allait bien et bam, d'un coup il tombe et. Enfin, il est pas mort, mais. Ouais, heureusement. Heureusement que d'ailleurs il y a ses premiers secours parce que bon, on va pas y penser parce que l'arbitre aussi qui a vite arrêté, qui a vite compris la gravité de la situation. Ouais. Donc c'est vraiment la réactivité que j'ai trouvé quoi. Il y a pas eu ce moment de flottement ou de doute. Tout le monde a compris que c'était hyper grave dès le départ et c'est ça qui a sauvé la vie quoi. Oui. Avant qu'on enchaîne, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux. On est en direct sur la page Facebook de la feuille de match. Il y a Vincent, il a son petit ordinateur à côté. Si vous mettez des commentaires, il vous répondra. On pourra même les lire en direct. Et il y a aussi sur Insta. Et d'ailleurs, il a des commentaires. J'ai des commentaires. Justement, on retrouve quelques-uns de la FDM Toulouse. Donc ça fait plaisir de les retrouver là. On a Fred, pour lui, c'est favori. La Belgique favorite, mais a toujours un trou d'air sur un tour final. Et le SUM. Et le SUM, bien sûr. Les Bleus, gros favoris, on va pas se le cacher. Gros outsider pour lui, Italie, Pays-Bas, Angleterre. Pour lui, l'Allemagne est encore un peu en dessous, comme l'Espagne. La guest star peut être, encore une fois, le Portugal, selon lui. Ouais, on va y revenir de toute manière après sur le déroulé. On va enchaîner d'ailleurs sur les déroulés parce qu'on parle, mais on n'a pas fini, mon petit Auxence. Et dis-nous tout, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé des matchs? Du coup, je vais enchaîner avec les matchs du 13 juin. On a eu droit à une victoire 3-1 de l'Autriche face à la Macédoine, avec des buts de Leiner, Gregoric et Arnautovic
contre un but de Pandev pour la Macédoine. Pandev, 52 ans, toujours présent. Voilà. On l'embrasse. Et du coup, le match de l'Angleterre contre la Croatie, 1-0, victoire de l'Angleterre sur un but de Sterling. Je t'arrête. Et Elliot, ce match Ça fait plaisir. Ils commencent, je crois qu'ils n'avaient jamais débuté par une victoire en Euro. Et non, mais ça fait plaisir. Puis Sterling qui marque. Sterling qui a eu une petite saison compliquée avec Guardiola. Il n'a pas toujours tout joué les derniers matchs. Il a un peu les crocs, le Raheem Sterling. Exactement. Le match de ce début de compétition quand même, Angleterre-Croatie. C'était niveau du rythme, c'était. On va essayer Auxence finir parce qu'Auxence, je crois qu'il appelle Victo. Justement, le dernier match du 13 juin, c'est Pays-Bas-Ukraine. Donc c'est sûrement la rencontre la plus spectaculaire en tout cas depuis le début de cet Euro. Mené 2-0 à la 59e par des buts de Wijnaldum, j'ai un peu bégayé, pardon, et Weghorst. Les Ukrainiens sont parvenus à revenir au score grâce à un bijou de Yarmolenko à la 75e minute et un but de Yaremchuk à la 79e. Mais c'est bien les Pays-Bas qui vont remporter ce match plein de rebondissements grâce à une tête de Dumfries en fin de partie. Ouais, Pays-Bas un peu outsider aussi. Moi je l'ai bien un peu peut-être juste derrière l'Angleterre et l'Italie, mais il y a quand même du potentiel offensif chez nos amis bataves là. Du coup, Nathan, plus convaincu pour Angleterre-Croatie que Pays-Bas-Ukraine ? Ah oui, non, mais c'était totalement ironique. Non, c'était pas. Je me suis un peu ennuyé en regardant ce Angleterre-Croatie. Non, vraiment, le match qui m'a le plus plu cette année, c'est. Cette semaine, Nathan, calme-toi. C'est le Pays-Bas-Ukraine. Mais l'Ukraine, je vais en parler tout à l'heure. Là, ils étaient dans le groupe du Portugal. Ils ont fini premier de leur groupe de qualif. Mais ça reste une équipe assez surprenante. Shevchenko, il a vraiment apporté sa patte. On sent une équipe vraiment solide qui a, en première mi-temps, ils ont bien été bousculés par les Pays-Bas, qui au passage a fait une première mi-temps autant dans le rythme. Ils ont été très maladroits devant le but, mais c'était vraiment au niveau du rythme, c'est vraiment un super match. Après, en seconde mi-temps, on a vu des buts sensationnels. C'est vraiment ce match du début d'Euro avec deux équipes, à mon avis, qui vont prendre plaisir à voir dans les phases de groupe et qui vont je pense, tous les deux sortir des phases de groupe sans trop de problèmes. Ouais, je pense que ça va être pas trop mal. On vous rappelle qu'on a feuille de match Euro, hein. On n'est pas sur le mode TFC, on fait une pause TFC pendant un mois. On voulait faire une pause tout court et puis au final il y a encore une compétition, il y a encore du foot. Et comme on est des passionnés et qu'on a envie de faire de la radio, on est revenu spécialement pour l'Euro, mais on se retrouvera pour la feuille de match Toulouse, vous inquiétez pas, avec tous les copains très très vite d'ici un mois ou deux après l'Euro. Puis il y a Ben Yedder à l'Euro, donc ça fait un petit lien avec le TFC. Quelque part, le TFC, il y a aussi. Il y a Moussa aussi. Moussa qui sera en tribune ce soir, on y viendra. On y viendra après. C'est bon pour ce petit match Pays-Bas-Ukraine, Auxence ? Exactement. Et du coup, qu'est-ce qu'on a après ? On a les matchs du 14 juin. Je vais commencer avec Écosse-République tchèque. Victoire 2-0 de la République tchèque avec un doublé de Chic, dont je pense le plus beau but. Pas de jeu de mots de toute façon. Pas de jeu de mots. Non, la tête elle est magnifique. C'est ça tu parles, non ? Exactement. Enchaîne. Donc du coup, ce magnifique lob de 50 mètres, sûrement le plus beau but de cette compétition. En tout cas, il sera très difficile à détrôner. Ensuite, on a eu Pologne-Slovaquie, victoire surprise de la Slovaquie 2-1 avec un but CSC de Szczesny et Skriniar. Et pour la Pologne, un but de Linetti. Surprise pour toi ? Ah oui, clairement. Tu penses que la Pologne est plus forte que la Slovaquie ? Oui, pour moi, oui. Alors, hormis Lewandowski, il y a qui en Pologne ? Krychowiak. La Pologne, les gars, c'est très faible. Vous avez vu leur dernier résultat ou pas ? C'est très très faible. Je pensais comme toi, et il n'y a pas plus tard que 24 heures, et parce qu'on fait tous des pronos en ce moment, on est tous dans mon petit pronos et concours, etc. Et quand tu regardes le parcours de la Slovaquie, les joueurs qu'ils ont, l'effectif, leur parcours, je te promets que la Pologne, ils font plus peur que la Slovaquie. Enfin, c'est pas illogique, je trouve, c'est pas si illogique que ça. C'est pas non plus la folie, c'est pas France-Slovaquie non plus, tu vois, mais quand tu regardes un peu les stats, tu regardes un peu le papier, la Slovaquie partait avec de meilleures armes que la Pologne. Mais la Pologne, elle est Lewandowski, du coup tu te dis waouh. T'as aussi Szczesny au goal, qui est quand même un goal de qualité mondiale. Oui, et voilà, c'est tout. Ouais, c'est tout. Dupé, il était pas mal, franchement. Non, abuse pas, je rigole à Juve et Dupé qui joue à Toulouse. Non, c'est une blague, On l'embrasse, Max. Non, mais c'est clairement un match entre deux nations moyennes. C'est des outsiders qui peuvent
essayer de faire des surprises. C'est vrai que la Pologne finalement paraissait plus prête à la Coupe du Monde, à le dernier Euro ou même à la dernière Coupe du Monde, qui a plus d'armes, parce que là on a quand même une génération qui est assez vieillissante avec un Lewandowski qui a son âge mine de rien, mais qui est partie de ces joueurs de classe mondiale qui peuvent porter une nation à lui tout seul. Ça marchait un petit peu à l'Euro 2016 avec Gareth Bale qui portait le Pays de Galles, mais bien sûr il y avait quand même une génération qui était intéressante à ce niveau-là. Mais en Pologne c'est plutôt une génération qui décline un peu, donc je pense qu'une des deux équipes peut faire la surprise et sortir peut-être de ce groupe, mais pas plus. On n'a pas, moi je trouve que la Pologne, ils n'ont pas de top joueurs à part Lewandowski et Szczęsny, quoi. Alors non, pour rebondir sur ce qu'a dit Vincent sur la Slovaquie, je pense que avec la victoire 2-1 pardon, et la République tchèque 2-0, non pardon, je me trompe de groupe, pardon. Slovaquie du coup qui a remporté son match 2-1 et le match nul précédent. Pardon. Et le match nul précédent, ils sont quand même premiers de leur groupe à l'heure actuelle. Et s'ils ne sont pas dans les 2 premiers, ils ont quand même une grosse chance de finir au moins dans les 4 meilleurs troisièmes. Donc je pense qu'ils peuvent passer. Je regarde la compo de la Pologne, les gars. On a quand même Glik en défense centrale. Glik qui court aussi que mon grand-père. On a du Ribus arrière gauche, Berezecki arrière droit, Linetti, Krikoviak qui court aussi que ma grand-mère, Klitsch, Lewandowski, Zelinski qui joue au Napoli. Enfin après c'est pas fou. Après la Slovaquie c'est pas non plus la folie, hein. Mais t'as du Skriniar, Ubokan, Kuka, Msik, Duda. Enfin c'est un peu similaire, mais je sais pas, ils avaient une meilleure dynamique que nos amis polonais et du coup on l'a vu on l'a vu, ils ont gagné 2-1. Vas-y. Et pour terminer avec le dernier match du 14 juin, forcément Espagne-Suède 0-0, c'est tout. Et voilà. Ça, c'était une belle merde. Non. Arrête, ça, on s'est fait chier. Mais tu sais pourquoi on s'est fait chier? On s'est pas fait chier parce que l'Espagne n'a pas été bonne. C'est parce que les Suédois ont refusé le jeu. Les mecs sont venus jouer le 0-0. Ils ont mis une espèce de 4-4-2 retranché dans leurs 35 derniers mètres en resserrant les lignes. Les mecs sont venus dans l'optique de ne pas prendre de but et Inch'Allah, on fait un contre et on marque. Et ce qui a failli marcher en plus, parce que le pire, c'est qu'ils peuvent faire le braquage. Hein. Mais c'est moche, c'est moche. On était sur une Espagne aussi qui était en manque un petit peu de rythme avec les cas de Covid qu'il y avait eu lors des matchs de prépa. Donc c'était vraiment le match pour embêter cette équipe d'Espagne. C'est vrai qu'ils ont totalement déjoué. Mais il y avait la place quand ils touchent le poteau. On sentait que voilà, il y avait des espaces s'ils voulaient essayer d'être dangereux. Et c'est dommage d'arriver à une compétition comme ça à l'Euro et de jouer comme si c'était en Ligue 1, quoi, d'attendre l'équipe en face, quoi. C'est un peu triste. Ouais, et puis venir avec 0 ambition de jeu, c'est quand même compliqué. Enfin, je sais pas, Elliot, toi qui es spectateur de l'Euro, quand tu vois ce genre de match, ça te fait chier. Enfin, au stade de la Ligue 1, de la Ligue 2, toute l'année, enfin, on voit des compétitions internationales, c'est pas pour venir chercher un vieux 0-0. Ah, c'est vrai, mais en plus, c'est l'Euro, c'est pas n'importe quelle compétition. Et puis la Suède, ils ont pas non plus une équipe catastrophique. Hein. Oui, c'est pas très. Oui, c'est pas non plus. C'est pas fifou. Ouais. Et c'est pas la Slovaquie non plus. Suède-Slovaquie, je pense qu'on met la Suède tous. Non, mais l'Espagne a surtout pas su diversifier son jeu. Peut-être qu'ils auraient dû tant pis, faire jouer un petit peu à contre-courant, laisser les Suédois un petit peu sortir, parce qu'au bout d'un moment, ils voulaient pas les gonzes. Bien sûr qu'ils voulaient pas, mais au bout d'un moment, tu leur donnes le ballon, tu te mets à 11 dans les cages, il se passe quelque chose. Après, peut-être qu'il a fallu mettre un peu plus d'intensité au milieu, parce qu'il passait beaucoup par les côtés. Encore une fois, on peut déplorer que Manu Garcia était sur le banc et n'est pas rentré. Ouais, par contre, le seul point positif de ce match, c'est que je parle aussi bien espagnol qu'Aymeric Laporte. Ouais, mais tu gagnes moins. Ouais, grave, carrément, mec. Et t'as pas une étoile sur le maillot. Ah non. T'embrasses avec ton somme de français. Merci. Auxence, tu voulais dire quelque chose après ça? C'est dur d'enchaîner après ça. Oh, mais on est content d'être revenu sur Adoxtay. Non, par rapport à Espagne-Suède, je voulais aussi rebondir. Malgré tout, je pense que les deux équipes, elles ont quand même un petit statut à assumer. J'ai rien contre la Finlande ou la Macédoine du Nord, mais bon, c'est quand même un autre niveau. Et comme Elliot l'a dit, quand on regarde des compétitions comme l'Euro, c'est pour voir quand même un meilleur niveau de jeu. Ouais. Je te prépare un jingle raciste la semaine prochaine. Là, parce que là, tu dénigres trop de pays. Thierry Roland sort de ce corps. Là. Ah là là, c'est du petit bizutage, c'est moche, Vincent, c'est très moche. Le résultat du 15 juin, avant qu'on enchaîne sur la deuxième partie, juste avant la petite pause musicale, Auxence, qu'est-ce qui s'est passé en Hongrie?
Ben voilà, exactement, c'est les matchs d'aujourd'hui avec Hongrie-Portugal qui s'est terminé il y a maintenant 20 minutes, une trentaine de minutes même. 3-0, victoire du Portugal qui s'est décidée en fin de match avec un but de Guerreiro et un doublé de Cristiano Ronaldo. Et il ne reste plus que France-Allemagne à venir dans quelques minutes. On est de retour sur Radio Occitanie, ce 98.3. On est dans la feuille de match spéciale Euro et on n'est pas pour le TFC. Le TFC, on se met en pause parce que c'est la trêve, c'est les vacances. On reviendra plus tard. On prendra les nouvelles de Firmin Boubé, Koulouris et compagnie d'ici quelques semaines. Là, on se focalise sur l'Euro 2020 qui se passe en 2021. J'ai toujours Oxens avec moi, j'ai toujours Elliot avec moi, Vincent à la technique et Nathan par téléphone. Non, on l'a perdu, je vais le rappeler. C'est ça le gros bip que vous avez entendu en reprise. Okay. On a perdu Nathan, donc on va le rappeler à Nathan. Il est en train de faire chauffer les pizzas aussi, merde. Et déjà qu'il nous a fait croire qu'il avait une panne de voiture juste pour se mater le match tranquille. Mais bon, bref, on l'embrasse. Messieurs, on va quand même, avant de rappeler Nathan, bon, il m'a pas vu. C'est pas grave, on va passer aux phases de présentation du groupe de l'équipe de France et de l'équipe de France. Attaquant, Wissam Ben Yedder, Karim Benzema. Il est de retour. Et le centre arrive dans les pieds d'André Pierre Gignac. Ouais, oh, le retour. Dédé Gignac. Non, c'est pas possible. Je ne dirais pas que l'équipe en face est meilleure que nous. L'équipe en face a bien défendu avec 11 à 35 mètres du but. Et celui-là, il est tout beau, il est tout neuf, il est tout nouveau. C'est Vincent qui nous l'a concocté. N'hésitez pas à lui faire des retours sur son petit jingle. Ouais, si Amaury a encore des tomates qu'il n'a pas lancé sur la précédente émission, je suis disponible. Eh bien messieurs, on va présenter pour cette deuxième partie, on va présenter le groupe de l'équipe de France. Et je ne vais pas vous mentir, moi je me suis appuyé sur les super articles que Manuel nous a fait et qui nous fait vivre depuis tout le début de cet Euro. Hein. Il nous a présenté toutes les équipes une par une, la compétition. Il va nous faire des dossiers sur des matchs un peu références avec des grands matchs historiques. Et puis là, il va nous fait aussi des résumés de matchs. Enfin, un gros boulot de sa part. Vous pouvez bien sûr retrouver tous ces articles sur www.lafeuilledematch.com. Allez le lire et il sera toujours content de se faire lire tout simplement. Je ne sais plus quoi dire, mais c'est pas grave. J'ai autant meublé qu'un Suédois de Ikea pour retrouver Nathan. Comment il va, Nathan? Ça va, j'ai toujours un duplex de Munich. J'ai pu croiser monsieur Didier Deschamps avant le coup d'envoi. Il viendra faire un petit coucou après. Allez, parfait. Écoutez les gars, il nous reste 22 minutes. On a 22 minutes surtout du coup d'envoi de ce France-Allemagne. On va vous donner les compos, etc., les dernières infos de ce match. Et on aura peut-être une petite surprise d'ici la fin. Mais avant, on va présenter ce groupe, messieurs. Et on va commencer par Vincent. Vous allez avoir à peu près 5 minutes chacun, pas plus, pour nous présenter ces équipes. Vincent, la Hongrie. À part tes aventures, qu'est-ce que tu peux nous dire de la Hongrie? C'est pas très GMT tout ça. La Hongrie, pour vous présenter, historiquement, c'est la 37e nation FIFA actuellement. C'est clairement le petit poussé de ce groupe. C'est seulement la 3e compétition internationale depuis la Coupe du Monde de 86. Ils ont fait la Coupe du Monde de 86, l'Euro 2016 et l'Euro 2020. C'est quand même un pays qui a plutôt brillé dans les années 30 avec une finale de Coupe du Monde en 38 et surtout dans les années 50 qui était vraiment l'âge d'or de la Hongrie. Un titre olympique en 52 et une finale de Coupe du Monde en 54. C'était l'équipe menée par le légendaire Ferenc Puskás. Ouais, tout pareil. Ouais, voilà, donc quand même plusieurs fois Ballon d'Or, la légende du Real Madrid. Peu de gens le savent, il a même fini international espagnol pour vous dire à quel point c'était compliqué à sa fin de carrière avec la Hongrie. On est bien sûr dans un contexte de guerre froide. Merci mon petit Vincent pour ce petit contexte historique. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé l'Euro 2016? L'Euro 2016, il termine premier de leur groupe, le groupe F, avec une victoire contre l'Autriche à la surprise générale, un nul contre l'Islande, un partout, et surtout l'immense 3-3 contre le Portugal avec un doublé de CR7 et un but de Nani. Ils perdront 4-0 en 8e contre la Belgique au Stadium à Toulouse. J'y étais. Ils ont pris 3 buts dans les dernières minutes. C'est pas non plus la volée. Ils se sont fait souiller quand même tout le match. Ils ont eu la possession. Non. Ouais, je te promets, j'y étais, ils étaient en dessous quand même. C'était pas. C'est quand même pour une nation de ce type qui n'a pas formé depuis les années 50, c'est quand même un super exploit de sortir déjà d'une poule où ils n'étaient même pas considérés comme le favori ou même un des favoris. Ils étaient portés par deux légendes des années 2000, donc deux légendes modernes. Le gardien Gabor Kirali, donc qui est connu par tout le monde, voilà, avec le survêt très fantasque, qui aime bien les relances un peu on va dire drôle. Je me rappelle d'un ballon, il se retourne, il la balance entre ses jambes pour faire une relance à son défenseur à côté, des choses comme ça. Il aimait beaucoup jouer. D'ailleurs, si vous avez adoré ce gardien, n'hésitez pas à venir voir Vincent jouer tous les dimanches. Il met casquette sur vête pour lui rendre hommage. Exactement, mais j'ai pas sa calvitie malheureusement. Pas encore. Et donc il avait 40 ans, c'était le plus vieux joueur de l'Euro, 108 sélections, 600 matchs en pro, en Hongrie, en Allemagne et aussi en Angleterre.
L'autre gros joueur de cet Euro, c'était le meneur Zuzak, donc 29 ans à l'époque, pilier du PSV Eindhoven, Dynamo de Moscou aussi. Il évolue aujourd'hui à Debrecen, qui est un des gros clubs hongrois. Il a fait 4 saisons aux Émirats. C'est vraiment le maître à jouer de cette équipe. Le doublé d'ailleurs contre le Portugal, plus la passe décisive, montre aussi l'importance qu'avait ce joueur. Aujourd'hui, il a 34 ans, il n'est plus sélectionné. Les Caïfs 2021, comment ça s'est passé? C'est la nouveauté avec le fait que la Ligue des Nations rentre en compte pour ces qualifs. 4e de leur groupe, derrière la Croatie, le Pays de Galles et la Slovaquie. Ils ont été qualifiés donc grâce à la Ligue des Nations, puisqu'on récupérait par ligue, par chapeau, les nations qui n'étaient pas qualifiées. Et donc on a récupéré 4 par ligue, c'est la Ligue C. Donc ils ont joué donc après demi-finale et finale. Ils ont battu la Bulgarie en demi, l'Islande en finale. Et de plus, ils sont montés en Ligue B pour vous donner un petit peu quand même quelques éléments. Ils sont montés donc en Ligue B, enfin en groupe B, Ligue des Nations. Et ils ont terminé premier de cette Ligue B, Ligue des Nations, devant la Russie, la Serbie et la Turquie, pour montrer quand même qu'ils ne viennent pas de n'importe où. Et donc l'année prochaine, lors de la prochaine Ligue des Nations, ils seront en groupe A et pourquoi pas avec la France. Ouais. L'effectif de quelques joueurs à suivre pour cet Euro, Vincent? Si on prend l'effectif, il y a beaucoup de joueurs qui viennent des 3 gros clubs hongrois qui sont Ferencváros, Videoton et Debrecen, qui sont les 3 clubs que l'on retrouve régulièrement en Ligue Europa ou en Ligue des Champions. Videoton, Bordeaux connaît très bien. Et Somalia aussi est passé par là. Faut pas oublier. Les grands d'Europe pour nos clubs français tous les jeudis soirs. Quelques étrangers donc, il y en a les attaquants, enfin quelques joueurs jouent à l'étranger, comme les attaquants Sean qui joue à Dallas, Zalai à Mayence et Varga en Turquie. Il y en a 2 quand même qui sont à distinguer, c'est les 2 qu'avait noté Manu dans ses articles pour la feuille de match. C'est Willy Orban qui est le plus connu, en fait il y a ces 2 joueurs, c'est Willy Orban et Gulacsi qui viennent tous les 2 du Rasenball Leipzig. Donc le premier depuis 2015, il est défenseur central, il a été espoir en Allemagne, il a double nationalité. C'est vraiment le joueur, le pilier, le joueur en défense, la tour de contrôle. Et le gardien, donc Gulacsi, le dernier rempart, 31 ans, première compétition internationale, puisqu'il était barré par Gabor Kirali jusque-là. Il a longtemps été la doublure. Et même s'il a pas beaucoup de sélections, il a quand même beaucoup d'expérience, puisque c'était le gardien de la demi-finale contre le PSG l'an dernier avec Leipzig. Et Elliot, t'as pas une petite anecdote sur ce gardien que tu nous as dit tout à l'heure dans la voiture? Si, alors j'ai appris qu'il avait joué à Liverpool, donc je me rappelle plus s'il avait fait un match déjà, mais il avait signé là-bas. Je sais plus trop en quelle année, mais c'est pas grave. Mais il a joué en réserve à Liverpool apparemment. Apparemment, ouais. Et ça, tu le savais, Vincent? Bien sûr. Ouais. Wikipédia me l'avait dit. Bien sûr. Dommage qu'il n'y ait pas un quiz ce soir, moi je vous le dis. Merci mon petit Vincent pour cette présentation de la Hongrie. On va passer au Portugal et c'est notre ami Cristiano Nathan qui va nous le faire. Il va faire un accent à tous les coups. Oui, on va présenter. On ne présente plus le Portugal. Voilà, on connaît plus le Portugal que la Hongrie, mais voilà, c'est une nation qui est quasiment toujours présente lors des grandes compétitions internationales, que ce soit les Coupes du Monde ou l'Euro. Donc, il reste sur un petit sacre sur un but du fameux Eder il y a 5 ans jour pour jour. Bientôt 5 ans jour pour jour. Avant ça, ils avaient fait une 8e de finale de Coupe du Monde en Russie face à l'Uruguay, à la dernière Coupe du Monde. Sinon, cette année en éliminatoire, ça a fini, comme je le disais tout à l'heure, 2e du groupe, on va dire à la surprise générale, derrière l'Ukraine qui a quand même été la surprise, on va dire, en finissant avec 20 points. D'ailleurs, l'Ukraine a battu le Portugal sur un match, sur le match retour en Ukraine. Donc voilà, ça a été une phase assez intéressante, une phase d'éliminatoire entre l'Ukraine et le Portugal. Et le Portugal arrive cette année quand même avec une équipe sur le papier qui est encore plus compétitive, j'ai envie de dire, que celle qui a été victorieuse à l'Euro 2016. Donc on retrouve forcément le joueur le plus capé avec 170 sélections, Ronaldo, qu'on ne présente plus, Joao Félix, la pépite de l'Atlético, des joueurs très intéressants comme Bruno Fernandes de Manchester United, Moutinho, Renato Sanchez de Lille. Donc c'est vraiment une équipe, il y a vraiment des cracks à chaque poste. Il y a vraiment un leader et c'est ça qui va faire la force du Portugal cette année.
Ça avait déjà fait la force du Portugal il y a 3 ans, voilà, qui avait connu une phase de poule assez difficile où ils étaient 3e et ils avaient été repêchés parmi les meilleurs 3e. Donc là, ça va être la confirmation pour eux, avec vraiment un effectif que je trouve beaucoup plus abouti. Là, je vais en profiter pour parler un petit peu du match que j'ai vu tout à l'heure, des bouts de match que j'ai pu voir. Depuis ta voiture en panne, tu peux le dire. Hein. La voiture en panne, exactement. Donc ils ont été vachement bousculés par cette équipe de Hongrie qui est à son habitude assez surprenante, comme on l'a vu au dernier Euro. Ils ont même marqué un but qui a été refusé pour hors-jeu. Et derrière, le Portugal a marqué ses 3 buts à partir de la 83e minute. Donc le score ne reflète absolument pas la physionomie du match. On était presque sur une victoire hongroise avant les 3 buts portugais qui ont fait le break assez rapidement. Le premier but a été marqué, puis ils ont concédé un penalty et Ronaldo a mis son 3e but à la fin. Donc voilà, le Portugal, ça restera une équipe à surveiller. Tu les mets favoris, enfin outsider ou pas? Mais j'allais venir. Ah. Je les vois pas forcément favoris, mais ce sera un outsider, forcément, une équipe sur qui il va falloir compter. Dans le groupe, à mon avis, on l'a vu, même s'ils ont été bousculés, ils ont quand même mis 3-0 à la Hongrie. Dans le collectif, il y a beaucoup de joueurs qui se connaissent. Il y a beaucoup de joueurs de pépites qui commencent à pointer le bout de leur nez. Donc ça va être vraiment une équipe à surveiller. Une équipe dangereuse aussi. Il va falloir faire attention à l'équipe de France avec la vitesse qu'ils peuvent amener. Derrière, si défensivement on n'est pas bien en place, il y a toujours des décalages, il y a toujours des solutions, il y a toujours des joueurs, des latéraux qui montent haut. Par exemple, Guerrero a marqué encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment une équipe, ça attaque de tous les côtés. Et voilà, ce sera vraiment mon équipe surprise. C'est mon équipe surprise, l'équipe qu'il faut surveiller. Merci mon petit Nathan. Vincent, tu as des réactions des gens qui nous écoutent et qui nous regardent sur la feuille de match sur la page Facebook et celle de Radio Occitanie aussi. Sur la page Facebook, oui, une réaction de Fred qui nous dit Cancelo absent pour Covid aussi, c'est quelque chose qui à prendre en compte sur une compétition, peut-être qu'il y aura d'autres cas, donc il y a eu un remplacement. Anaïs aussi, pour elle, sur l'ensemble du match, le Portugal méritait de gagner de toute façon. Oui, bien sûr. Et voilà, c'est à peu près tout pour le moment, sur le Portugal en tout cas. Ok, merci. Messieurs, on va passer à l'Allemagne qui est l'adversaire du soir. On a 12 minutes du coup d'envoi. On sera clairement pas chez nous pour voir le début du match, mais si, parce que maintenant il y a une nouvelle technologie, on va pouvoir le regarder dans le studio. Bref, l'Allemagne, messieurs, l'Allemagne qui est championne du monde en 2014, mine de rien, qui est une grosse nation, mais qui est une nation un petit peu en perdition. Joachim Löw qui sera là pour sa dernière compétition dans cet Euro 2020, qui sera remplacé par Jürgen Nagelsmann juste après. 26 joueurs sélectionnés comme la plupart des nations, ça c'est une petite nouveauté, on a oublié de le dire, mais toutes les nations ont 26 joueurs de sélectionnés. Thomas Müller est revenu dans cette sélection alors qu'il avait été écarté. On a Mats Hummels aussi qui a fait son retour. Le grand absent bien sûr c'est Marc-André Ter Stegen, le gardien du Barça, mais qui lui est pas là parce que tout simplement il s'est fait opérer du genou. Mais on a un petit Marco Reus qui lui d'habitude loupe les compètes parce qu'il est blessé, mais là par contre il est pas là parce qu'il il était trop fatigué, le petit Marco. Donc un petit peu compliqué pour lui. Messieurs, donc voilà, on a Kevin Volland, le Monégasque, qu'on a bien connu cette année en Ligue 1, qui fait partie des 26. Ça, c'est une bonne petite chose pour lui. Pour le groupe, c'est très très fort. Ça joue dans les top championnats pour partout. Il y a 8 joueurs du Bayern, il y a un joueur au Real, Toni Kroos. On a rien que les 3 gardiens, Neuer, Leno, Trapp. Enfin, c'est top gardien. Enfin, pas top Neuer bien sûr, même si ça c'est plus le grand Neuer de l'époque, mais les 3 quand même, c'est 3 top gardiens qui jouent dans des clubs qualifiés en Champions League. On a du Gossens aussi de l'Atalanta qui a été pris. On a le retour du Metz, ou Soule, du Rudiger, du Emre Can, du Goretzka, du Kimmich. Enfin c'est les Allemands, les Allemands qui sont pas des très bons souvenirs pour l'équipe de France, messieurs, tout simplement, parce que pour les plus jeunes, peut-être que vous n'avez pas connu, mais nous on les a pas connus en tout cas, mais 86, 82. Il y avait pénalty sur Battiston. Ah ça c'est sûr.
Mais voilà, Harold Schumacher qui s'en est sorti. Il y a toujours une petite aminosité entre la France et l'Allemagne. Et je ne parle pas bien sûr de la guerre, mais que de football. Ce soir, c'est le premier match. On débute dans moins de 10 minutes ce France-Allemagne. Messieurs, on va s'attarder sur les dernières minutes sur cette équipe de France. Cette équipe de France, est-ce que vous la sentez prête à défier ce groupe de la mort qu'on vous a présenté rapidement entre la Hongrie, le Portugal et l'Allemagne? Et nous, on a rapidement le retour de Karim Benzema. Dans la liste, j'ai une Koundé aussi qui fait sa première apparition. Après, c'est un peu du classique. On a toujours Giroud qui est là, on a du Mbappé, on a du Griezmann. On a une équipe de France qui individuellement est très très forte avec des joueurs qui sont un peu titulaires dans tous les plus grands clubs d'Europe. Enfin, est-ce que cette équipe de France, pour vous, est prête pour aller au bout de 7 euros alors qu'on nous donne comme les grands favoris? Elliot, est-ce que tu penses que nous, on est prêt? Après, c'est un peu comme l'Angleterre. Enfin, il y a quand même des joueurs qui sont bons à chaque poste, une bonne profondeur de banc, un collectif aussi qui est très fort. Ouais. Mais oui, je pense qu'on peut aller très très loin dans la compétition. Tu penses qu'on peut finir premier de ce groupe? Honnêtement, oui. Comme les trois équipes, hein, mais ouais. Maxence, avec ton beau maillot de 2 étoiles. Il fait plaisir celui-là. Non, mais j'avoue que moi j'ai particulièrement peur du Portugal parce qu'ils ont quand même un effectif incroyable. Ils ont quand même un effectif incroyable, donc je suis pas forcément serein à 100%, mais je crois en cette équipe de France et j'espère forcément qu'on va finir premier. En tout cas, passer la phase de groupe, ça c'est. La passer, je pense que c'est sûr parce que sur le papier, la Hongrie est plus faible. Si on gagne, je pense que même avec 3 points, ça devrait peut-être suffire par rapport aux autres groupes, même si c'est compliqué, mais c'est vrai que ce match quand même il va être chaud. Bon, la liste des Français là je l'ai sous les yeux. Lloris, Moignan, Mandanda pour les gardiens, on a du Digne, du Dubois, du Hernandez, du Pavard, Kipembe, Koundé, Langlais, Varane, Zouma pour les défenseurs, Kanté, Lemar, Pogba, Rabiot, Sissoko, Tolisso. Pour les milieux, Ben Yedder, Benzema, Coman, Dembélé, Giroud, Mbappé et Marcus Thuram pour les attaquants. Mais c'est surtout un nouveau schéma tactique et là je vais vous parler de direct. Ça a fait depuis quelques matchs que dans les matchs de prépa, Didier Deschamps nous fait un 4-4-2. Est-ce que ce 4-4 de losange peut nous amener au bout? Rappelez-vous déjà la dernière Coupe du Monde, il avait commencé avec une certaine compo, puis après il a trouvé en cours de route. Mais là on est bien parti pour un 4-4-2 losange avec le fameux trio Benzema, Mbappé et Griezmann. Vincent, est-ce que tu crois en ce grand trio? Oui, honnêtement, oui. Moi, le peu qu'on a vu déjà, c'était intéressant à voir. Il y avait quand même une certaine complicité, certains mouvements. Puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est interchangeable. On a des joueurs sur le banc qui peuvent rentrer, s'adapter à ce système-là, ou ils sont en capacité d'évoluer avec un autre système en rentrant en cours de jeu s'il y a un réajustement tactique. Je ne me fais pas de soucis, au moins jusqu'aux demi-finales, je pense. Honnêtement, que la France a la capacité d'aller jusque-là. La gagner, je ne sais pas. Ne pas la gagner, est-ce que ça serait un échec? Je ne sais pas. Sinon, je sais pas. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on est moins fort collectivement qu'en 2018? Sur le papier, individuellement, on est meilleur, mais collectivement, est-ce qu'on est aussi fort qu'en 2018? On est moins attendu. On est plus attendu, pardon. Et en plus, on parle beaucoup. Et ça, d'ailleurs, ça fait débat. Est-ce que pour vous, d'être s'assurer, d'être très confiant, c'est positif ou ça peut nous jouer des tours? On va dire, avant chaque grande compétition européenne, quand on a une équipe qui avait gagné une compétition auparavant, elle est toujours passée au travers à la compétition qui suivait. On l'a vu avec l'Espagne en 2014 à la Coupe du Monde. On l'a vu avec l'Allemagne. Juste avant, l'Espagne fait quand même Euro, Coupe du Monde, Euro. Et l'Euro. On l'a vu avec le... Oui, c'est vrai, ils ont fait le triplé. Mais on voit que quand une équipe elle est très attendue, les équipes se préparent plus aussi à l'idée de les affronter. Il y a une certaine pression aussi qui peut être mise dans le groupe avec l'idée de forcément bien faire, aller au bout, et ça peut paralyser certains joueurs. Moi, je pense qu'il y a quand même des joueurs, tous les joueurs ont quand même savent gérer ce genre de match. Donc voilà, moi j'attends juste de voir sur le plan du collectif. Voilà, j'attends de voir, j'attends pas de voir des individualités, j'attends vraiment de voir un groupe. Et voilà, on sera fixé ce soir déjà avec cette animation que nous a concocté Didier. Déjà la première info du soir, c'est qu'on en a 3 qui sont en tribune parce qu'avec 26 joueurs, on peut pas tous les inscrire sur la feuille de match. Donc ça sera Marcus Thuram, Léo Dubois et le soldat Moussa Sissoko qui seront en tribune. Ça aussi, ça va jouer dans les têtes, hein, messieurs, hein, parce qu'un footballeur professionnel, il va être dans le groupe, certes, il va être dans la liste, mais il va être sur la feuille de match. Et d'avoir 3 mecs en tribune,
là Deschamps va avoir une autre gestion de groupe. T'en penses quoi, Maxence? C'est ça, il va falloir réussir à motiver l'entièreté du groupe et arriver à faire des turnovers pour que tout le monde ait un minimum de temps de jeu ou se sente concerné en tout cas. Nos points faibles, c'est quoi, les gars, cette équipe de France? Que vous en voyez des points faibles? Aucun point faible. L'excès de confiance pour toi, Nathan? Ah, donc pour toi, c'est un souci. Oui, malheureusement, j'ai l'impression que tout le monde nous voit trop beau et voilà, j'ai peur que ça. Qu'on soit déçu, voilà. C'est pour ça que j'attends avec impatience de voir ce match et pour essayer de voir vraiment à quoi va ressembler cette équipe de France pendant cet Euro. Mais il faut vraiment faire attention à pas trop se voir trop beau et trop vite. Voilà. Ouais, ça va être compliqué. Nos points forts, bon, le trio. Est-ce que vous pensez que Benzema va briller lors de cet Euro, tellement qu'il a attendu? Je te vois grimacer, Elliot, tu m'intéresses. Non, mais c'est vrai que il est arrivé quand même assez tard en sélection, enfin très tardivement. Il a fait combien de matchs amicaux? Ouais, c'est ça. 2 matchs amicaux. Où il sort blessé. Ouais, voilà. Il n'a pas eu trop le temps de pouvoir s'ajuster avec tous les joueurs de l'équipe, donc pour moi il y a d'autres possibilités que Benzema, mais il peut faire une grosse. Tu penses que c'est un vrai plus pour l'équipe de France ou pas? De mon point de vue personnel, non. Non, il y avait un autre attaquant qui marchait très bien et qui marche encore aujourd'hui, Giroud. Mais pour moi, je pense que c'est peut-être pas le point négatif, mais ça peut porter quelques petits points négatifs à l'équipe de France sur certaines contre-attaques ou je sais pas. Il est pas pour Benzema, le petit. Maxence, t'es d'accord avec ça ou pas avant qu'on termine, qu'on conclue? Moi, je sais que j'ai un avis sur la question qui est assez tranché. Ouais. Moi, je suis ni pour Giroud ni pour Benzema, je suis pour Ben Yedder. Ah, il est là, le Toulousain. Il est corpo. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'il y a pas mal de gens qui pensent ça, qui ont ce ressenti-là. Après, ça reste quand même Karim Benzema, tout ce qu'il a fait au Real, et je pense que tu es d'accord avec ça pour dire que ça reste un grand joueur, etc. Mais comme il dit, c'est vrai qu'il peut-être qu'il arrive un peu tardivement, va-t-il réussir à s'adapter? Et puis on attend tellement de lui, est-ce qu'il va réussir à... En tout cas, si on a un grand Benzema et un Benzema efficace, l'équipe de France sera grande. Et là, le risque, si on a un mauvais Benzema, que les Benzema trépasse il va tout prendre sur la gueule. Et ça, mais je l'espère vraiment pas, parce que je pense qu'il a déjà assez pris comme ça. C'est ça, il va être attendu après 3 ans de... 5 ans de pause, c'est ça qu'il a fait 5 ans de pause, donc forcément s'il brille pas, ça va être une grosse contre-performance pour lui. Messieurs, on est en presque direct de Munich et on a la chance, l'honneur dans la feuille de match sur Radio Occitanie dans 98.3 d'avoir monsieur Didier Deschamps qui va nous donner la composition de ce soir. Didier, bonsoir. Quelle est la compo, quel est le 11 de l'équipe de France pour affronter cette équipe d'Allemagne à 3 minutes du coup d'envoi? Bonsoir. En tout cas, très honoré d'être en direct de la feuille de match qui est quand même au-dessus de RMC. Donc, en gardien, on aura le numéro 1, Hugo Lloris. On aura une défense centrale constituée de Varane et Kimpembe. Sur les côtés, nous aurons Lucas Hernandez et Benjamin Pavard. En trio, j'ai décidé d'aligner Kanté, Rabiot et Pogba. Ensuite, un duo d'attaquants constitué de Karim, Monrouya et Kylian, soutenu par Griezmann. Qui tire les pénaltys, Didier, du coup, dans cette équipe de France? C'est Grisou ou c'est Karim? Ou Kiki? Karim. Ce sera Karim? Karim. Et pourquoi avoir changé de tactique, Didier? Il fallait amener un peu de nouveauté, un petit peu de profondeur, un petit peu de vista d'Antoine qui va quand même pouvoir mettre en avant ce magnifique duo d'attaquants de classe mondiale, soutenu par ce trio au milieu de terrain qui va renverser ces Allemands ce soir. Merci beaucoup Didier d'être passé dans la feuille de match. C'est un honneur de vous avoir eu. On vous laisse pour aller pour le match, d'aller saluer tous les supporters et bon match Didier. Bonne soirée, bon match.
Messieurs, donc du coup on avait Didier avec nous. Quel honneur. On est sur Radio Occitanie, on a dit des choses à quoi, 1 minute du coup d'envoi en direct de Munich, c'est génial. Entre ça de la vidéo, c'est incroyable. Bienvenue en 2002. Merci à Nicolas Cantelouet pour sa participation. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, hein, c'était notre copain Nathan au téléphone. La compo allemande, messieurs, elle est tombée. C'est une sorte de 3-4-3 qui est mis par Joachim Löw avec Neuer, Hummels, Ginter, Rudiger, Gosens, Kimmich pour animer les côtés, Kroos, Gundogan en milieu de terrain, Havertz, Müller, Gnabry. Bon, après, je dis c'est qu'un 3-4-3, mais bon, ça, je suis pas assez flash résultat, on n'est pas trop sûr. En tout cas, messieurs, nous on va s'arrêter là parce que le match va commencer, que tout le monde est en train d'ouvrir sa bière et de manger sa première part de pizza. Avec modération. Nous, on a ni l'un ni l'autre, mais on a un ordinateur portable et on a envie que nos Français aillent au bout de ce match. On va remercier Nathan qui a bien joué le coup, hein, avec le coup de la panne. Bien joué, Nathan. Merci à toi quand même d'être venu par téléphone. C'est ça, bon match à toi, Nathan. Merci à toi, Elliot, pour ta première. T'as kiffé? Ouais, c'était pas mal. Enfin, c'était plus que pas mal même, c'était nickel. Mais est-ce que tu reviendras? Bah bien sûr. Ça c'est une bonne nouvelle. Ça va être notre correspondant anglais Auxence. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt. Ciao Vincent dans la technique. Ciao, et rendez-vous la semaine prochaine de 20h à 21h sur Radio Occitanie. Ciao.